Dans son livre « Le chemin le moins fréquenté », Scott Peak propose 4 méthodes pour accepter la souffrance de manière constructive. Au tout début de son livre, il commence en disant que la vie est difficile, mais c'est toutefois en acceptant cette réalité et en cessant de fuir la souffrance que la vie trouve tout son sens. Scott Peak, c'est un psychanalyste, puis ce livre-là m'a vraiment permis de comprendre pourquoi la psychanalyse, comment ça fonctionnait pour aider les patients. Puis je l'ai trouvé vraiment intéressant. Que je vais commencer avec la première méthode qui consiste à retarder la satisfaction. Ça, c'est une des choses, selon des études scientifiques, c'est une des choses qui sont le plus... C'est comme une des choses qui se retrouvent chez tous ceux qui ont eu du succès. C'est pas nécessairement qu'ils sont plus intelligents. C'est qu'ils sont capables de retarder la satisfaction, puis c'est ça qui fait le succès des gens, c'est que ils suivent pas leur premier désir. On pourrait penser que c'est grâce à des parents qui ont été sévères puis punitifs envers leurs enfants que ceux qui sont capables de retarder la satisfaction sont capables, mais en fait l'auteur dit que c'est plutôt ceux qui auraient eu des parents qui prenaient le temps de comprendre leur enfant, de les écouter puis d'écouter leurs problèmes puis de souffrir avec eux. Parce qu'en souffrant avec eux, l'enfant comprend qu'il est digne d'amour, commence à s'aimer lui-même. Puis dans le fond, l'autodiscipline, c'est de l'auto-affection. Puis lorsque l'enfant commence à comprendre qu'il est digne d'amour, il est capable de s'autodiscipliner ensuite. Puis il est capable de retarder la satisfaction. La deuxième technique, c'est d'être capable d'accepter la responsabilité, dans le sens que, mettons, l'auteur il donnait une histoire pour ça. C'était l'histoire d'un sergent sur une île qui buvait tous les soirs, puis c'était problématique. Fait qu'il est allé voir un thérapeute. Puis en essayant d'identifier pourquoi il buvait tous les soirs, le thérapeute lui demande, puis le sergent répond qu'il n'y a rien d'autre à faire d'autre que boire le soir. Donc le thérapeute lui dit, mais est-ce que tu aimes lire? Le sergent répond que oui, il aime lire, mais que c'est beaucoup trop bruyant dans la caserne pour lire. Donc le thérapeute lui dit, mais tu peux pas aller à la bibliothèque lire? Alors le sergent lui dit que la bibliothèque est beaucoup trop loin. Mais en fait, le thérapeute lui dit, mais est-ce qu'elle est plus loin que le bar auquel tu te rends pour boire? Finalement, le sergent n'aimait pas vraiment lire. Donc, le thérapeute lui demande, est-ce que tu aimes pêcher? Le sergent aimait pêcher, mais personne ne voulait pêcher avec lui le soir. Fait que le thérapeute lui propose de le mettre en contact avec du monde qui pêche le soir. Et le sergent finalement n'aimait pas pêcher. Tout ça pour dire que on est responsable, on est toujours responsable de notre situation, puis on peut toujours améliorer sa situation. C'est juste qu'il faut arrêter de se trouver des excuses.
Parce que c'est ça que la plupart des gens font. Il y a toujours moyen de... Faut arrêter de mettre les causes sur les choses extérieures ou les gens. Il y a par contre une distinction à faire parce que l'auteur a donné un autre exemple. C'était une femme qui était, elle, très névrosée, qui se plaignait de ne pas avoir d'amis puis pas être capable de discuter avec les gens de son groupe. Pour au final être guérie par le fait que le thérapeute lui a dit que en fait elle était plus intelligente que les gens de son groupe. Puis si elle n'était pas capable de discuter avec eux, ou si elle n'avait pas d'affinité, c'était pas de sa faute. Elle mettait trop ça sur sa faute, mais au final, son problème s'est résolu à partir du moment qu'elle est allée trouver des gens qui lui correspondaient plus. Donc si vous êtes névrosé, vous avez peut-être au contraire l'habitude de mettre trop les choses, de penser que tout est de votre faute, alors que c'est pas le cas. La troisième méthode, c'est de se consacrer à la vérité. Depuis qu'on est jeune, on a tous une carte qu'on dessine depuis qu'on est jeune. Puis on sert de la même carte depuis qu'on est jeune. Fait que si les premières informations qu'on a dessinées sur notre carte sont fausses, ben c'est fort possible que toutes les informations qu'on a dessinées sur notre carte ensuite, on a fait exprès de croire que, en fait, on les a mal dessinées pour les faire concorder avec les informations qu'on avait écrites dans le passé. Donc, c'est plus une information qu'on a écrit sur notre carte, ça fait longtemps qu'on l'a écrit, plus c'est dur parce que plus il y a d'informations rattachées qui vont être fausses aussi. En fait, l'auteur explique qu'il y a peu de patients qui s'en vont en psychothérapie qui pensent consciemment que le but de la psychothérapie, ça va être de prendre conscience de toute leur que leur carte est mal dessinée, dans le sens que leurs croyances sont fausses, que ils n'ont pas conscience qu'en fait ce qui les a amenés vers la psychothérapie, c'est la dépression. La plupart du temps, ils veulent un soulagement rapide de cette dépression. Mais en fait, la dépression, c'est le fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui marche pas avec ce qu'on considère comme notre réalité. Que notre réalité, notre carte, elle concorde pas avec la réalité. Puis cette constatation-là crée la dépression, qui fait que le patient va vers la psychothérapie. Mais en fait, lui, consciemment, il veut un soulagement à sa dépression, mais son inconscient, lui, son inconscient est plus conscient de lui, dans le sens que son inconscient est dépressif parce qu'il est déjà en phase d'acceptation que sa carte est mauvaise, puis en évolution pour redessiner sa carte. En fait, la psychothérapie, c'est juste un outil, mais c'est au patient de se guérir lui-même.
Le psychothérapeute, il est juste là pour guider la personne, puis lui apporter un soutien psychologique. Mais déjà le fait que le patient soit dépressif puis aille en psychothérapie, c'est déjà le signe qui a entamé son évolution spirituelle, donc qui est sur la bonne voie. Le psychothérapeute, il est juste là pour s'assurer que le patient aille au bout de sa démarche déjà entamée. Peu de parents sont réellement honnêtes par rapport au fait qu'ils sont heureux ou pas, ou même leur situation financière, mais selon l'auteur, ça prive l'enfant d'informations qui pourraient lui être utiles dans la vie. Si un parent qui a des problèmes financiers serait honnête avec ses enfants, peut-être que l'enfant, ça lui donnerait de l'information utile pour éviter ces problèmes-là plus tard. Même chose pour les problèmes mentaux. Si le parent serait honnête et parlait avec son enfant de comment il se sent, je pense que ça serait vraiment bénéfique pour l'enfant, puis ça peut être juste bénéfique en fait. Puis le fait que le parent soit honnête comme ça, je pense que ça montrerait l'exemple à l'enfant d'être honnête envers ses sentiments. Puis c'est une roue en fait. Après ça, c'est une roue d'honnêteté, puis oui, c'est douloureux d'avouer ses sentiments, puis de les accepter soi-même, en fait. C'est douloureux. Ça demande du travail sur soi, de la discipline, mais c'est le seul... c'est le sens de la vie, en fait. L'auteur raconte une histoire que c'est celle d'un de ses patients qui, lui, pendant sa jeunesse, il avait développé une croyance qui lui avait été utile, celle de faire confiance en personne. Sauf qu'en grandissant, c'est pas très utile de pas faire confiance en personne parce que, en fait, lui, il agissait de sorte à ce que sa croyance soit confirmée. Un peu comme la loi de l'attraction. Lui qui croyait ça, inconsciemment, il agissait de sorte à que sa croyance soit confirmée pour éviter de souffrir, puis de se rendre compte de la réalité, puis de se changer, ce qui est une expérience qui demande travail et souffrance. Donc, il avait tendance à s'isoler, refusant l'amour des autres, puis à inconsciemment créer toutes sortes de situations qui lui permettaient de confirmer sa croyance puis d'ajouter un nouveau point de repère sur sa vieille carte périmée. Ne jamais mentir, ne jamais se fâcher, toujours dire oui à tout. C'est toutes des choses qui peuvent être utiles dans la vie, mais il faut savoir trouver l'équilibre. C'est un peu comme le désir de gagner. Si dans toute ta vie, avoir le désir de gagner, ça t'a été utile, ça crée en toi un réflexe qui fait que quand tu vas arriver contre une petite fille de 12 ans, tu vas vouloir jouer aux échecs contre. Tu vas avoir le réflexe de vouloir gagner. Puis ça va être une expérience douloureuse, dépressive, de refuser de gagner. Donc, se rendre compte que toute habitude qui nous est utile dans la vie est d'autant plus difficile à ne pas suivre par la suite, même si c'est la meilleure solution dans une autre réalité. C'est un peu comme quand tu descends une côte à vive allure en vélo, moins tu freines,
plus c'est euphorisant. Mais si tu freines jamais, la chute va être douloureuse. Dans la vie, c'est important de se rendre compte que chaque chose qu'on vit est unique. Puis si on a l'impression que chaque jour est pareil, c'est toujours la même affaire, c'est uniquement parce que on le vit par nos mêmes 5 sens. C'est pourquoi c'est important d'essayer de mettre les choses entre parenthèses. Puis de considérer chaque chose dans son unicité. Essayer de comprendre chaque personne, pas à travers sa propre histoire, mais en essayant de s'imaginer pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle a vécu. Puis se séparer de ses propres perceptions. Sinon, oui, chaque chose est toujours pareille, très semblable parce que c'est par mes perceptions. Puis tout ce que je vais toujours expérimenter, je vais toujours l'expérimenter à travers mes perceptions. Selon l'auteur, l'amour consiste à vouloir nourrir son évolution spirituelle ou celle de quelqu'un d'autre. Ça demande du travail. Du travail. J'en ai marre de dire ça, travail. Donc pour l'auteur, l'amour, c'est vouloir nourrir sa propre évolution spirituelle ou celle de quelqu'un d'autre. L'amour, c'est pas une expérience érotique. Ça, c'est juste le désir naturel de vouloir se reproduire, puis ça dure pas longtemps. L'évolution spirituelle est douloureuse. L'évolution spirituelle est douloureuse, ça demande de lutter contre sa propre nature pour évoluer. En fait, il n'y a rien de moins naturel que l'évolution. Pourtant, c'est la seule source de bonheur. Le mythe de l'amour romantique qui vient tout seul, qui fonctionne tout seul, qui dure éternellement, que la passion est là pour durer, c'est complètement faux. En fait, au bout d'un certain temps, il n'y aura plus aucune attirance. La seule façon de faire perdurer l'amour, c'est en essayant de faire avancer l'autre psychologiquement, puis avoir cette relation d'évolution ensemble, puis de confiance, d'honnêteté. Il y a certains parents qui pensent que c'est en sacrifiant tout leur temps à leur activité aux enfants ou en leur achetant plein d'affaires que ça va leur prouver qu'ils les aiment. Ou t'as même des gens qui se laissent qui ont un peu l'habitude de se laisser dominer, tendre l'autre joue. Il y a certains patients en psychothérapie que leur problème, c'est qu'ils pensent que c'est de leur faute, ils sont pas capables d'aimer leur
leur mari ou leur femme. Ils comprennent pas que c'est naturel, qu'au bout d'un moment, la passion, elle s'éteigne. Pour eux, ils sont coupables, ils sont prêts à accepter que l'autre soit violent avec eux ou tout ça à cause de fausses croyances par rapport au mariage que la société nous a transmis. Ces fausses croyances-là, c'est fort probablement quelque chose qui a été utile dans l'évolution, genre dans le temps, fallait que le mari et la femme ils restent ensemble. C'était pratique dans l'évolution pour prendre soin des enfants, puis c'était plus pratique pour la survie, mais pour le côté psychologique, aujourd'hui, c'est pas nécessairement bien, à moins que justement les deux, il y a une véritable relation d'amour, comme décrit par l'auteur, d'amour, d'évolution, d'honnêteté ensemble, puis d'être conscient de ses problèmes, puis des problèmes de l'autre, puis de s'écouter. En fait, c'est ça. T'as certains parents qui se font souffrir eux-mêmes en étant les serviteurs de leurs enfants, en pensant que ça va leur donner du positif dans la vie. Puis un bon exemple ou je sais pas quoi, mais en fait, toujours le fait de pas être honnête envers ses propres sentiments, puis de pas dire à ses enfants que ouais, j'aime pas ça, être ton serviteur, puis il faudrait que tu fasses telle affaire pour contribuer aussi à la maison. Ça permet pas aux enfants de se dessiner une carte réaliste. C'est pas bon. Puis ah oui, certaines femmes reviennent avec leur conjoint qui les maltraite constamment. Ils se séparent puis ils reviennent. Ben ça c'est parce que ça c'est parce que j'ai l'impression de tout expliquer la vie. Mais dans un cas que le thérapeute il décrit, en fait c'était que la femme elle voulait se sentir au-dessus moralement de son mari, de son amant. Elle était comme addicte au fait d'être moralement au-dessus de lui. C'est pour ça qu'elle revenait toujours avec. Addict au sentiment de supériorité morale qu'elle éprouve en étant ainsi victime. Dans la vie, il faut savoir prendre les risques de perdre, en fait. Parce que si on prend jamais les risques de perdre puis d'échouer, on prend jamais les risques de gagner quelque chose, de gagner du bonheur. Si on fait jamais rien, il va jamais rien nous arriver, mais il nous arrivera pas plus de négatif que de positif. Dans la vie, faut savoir confronter les gens, mais faut savoir aussi repérer quand il faut confronter les gens puis quand il faut pas. Comme l'auteur l'explique dans son livre, avant de, tu sais, dans le fond c'est dire que quelqu'un fait quelque chose de pas correct puis que nous on a la vérité, ou dire que nous on a la vérité puis que lui il a pas la vérité, ça met tout le temps
une relation que toi t'es le dominant puis lui c'est le dominé. Fait que avant de faire ça, parce que c'est possible que véritablement toi t'aies une information qui peut être utile à l'autre, puis t'as le devoir dans ce cas-là de la lui transmettre, mais faut toujours que tu t'interroges avant si tes intentions sont véritablement d'aider la personne ou si t'es plutôt dans le cas que t'as des intentions personnelles que toi tu veux dominer l'autre. En fait, tu veux aider l'autre ou tu veux le dominer, c'est ça que tu dois te demander. Est-ce que tu vises juste son bonheur ou t'as des intentions plus égoïstes? Donc oui, une relation d'amis de genre toi tu me dis des choses gentilles puis moi je vais te dire des choses gentilles. C'est superficiel, mais faut juste apprendre à quand confronter puis quand pas confronter. L'auteur donnait un autre exemple avec un de ses patients qui était pasteur, prêtre. En fait, c'était sa fille qui était allée en psychothérapie parce que elle avait une mère colérique, violente, agressive, puis un père qu'elle admirait, qui était doux, justement, que lui, probablement qu'il avait eu un père colérique puis tout, puis il voulait être exactement le contraire. C'est pour ça un peu qu'il était devenu pasteur, probablement pour propager, avoir une image de personne douce et gentille. Sauf que ce qui a aidé la fille de la psychothérapie, c'est qu'elle s'est rendue compte que, étant donné que son père, il était pas capable de s'opposer à la mère qui était comme ça, puis que lui, sa philosophie, c'était toujours tendre l'autre joue, puis qu'il conseillait ça à ses enfants, en fait, c'est comme si ça l'avait privé d'un bon père, puis ça l'avait laissé à la merci de sa mère. Fait que faut savoir confronter aussi.